Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du Mercato Idéal à ce jour. On approche de la fin de cette série qui fut assez longue malgré tout, 18 épisodes au total. Ne reste plus que Metz et Angers qui sont des dossiers assez épineux à traiter et qui finalement représentent aussi un peu la raison pour laquelle je me suis lancé le défi assez fou de réaliser chaque Mercato Idéal dans chaque club de Ligue 1 cet été, puisque avec la crise économique qui touche actuellement le football français, le constat a été que l'ensemble des clubs de Ligue 1 vont devoir arrêter d'envoyer des gros salaires sur des joueurs, arrêter de débourser des sommes folles sur le marché des transferts comme peuvent le faire des clubs de Première Ligue, de Bundesliga, de Liga espagnole. En Ligue 1, on va devoir faire avec un bien plus petit budget. Le marché des joueurs libres est évidemment surexploité cet été au vu du contexte économique qui touche actuellement notre championnat. Et Metz finalement rentre en plein dans ce profil-là, à savoir un club qui déjà de base n'avait pas des finances exceptionnelles et qui là du coup subit de plein fouet la crise économique qui touche les droits télé en France et va donc devoir faire très attention encore plus à la fois à son recrutement mais aussi à devoir assurer malgré tout des ventes parce que c'est aussi ça qui permet au club de survivre et d'éviter des cas comme on a pu le voir avec Lyon en DNCG au début du mois de juillet, comme on a pu le voir avec Bordeaux il y a quelques années. Voilà, tous les ans finalement c'est des clubs comme Martigues par exemple. Cette année il y a des clubs qui perdent leur statut professionnel et qui se retrouvent à dégringoler dans les échelons amateurs du football français, et c'est évidemment une catastrophe qu'il faut éviter pour les institutions comme peut l'être le Football Club de Metz, qui est quand même connu pour être un club ascenseur. Donc si on dresse un peu une fiche contexte club pour parler un petit peu de Metz en prenant un petit peu plus de hauteur, les Messins sont parvenus à obtenir leur ticket pour la Ligue 1 dans les prolongations de cette saison 2024-2025. Ils ont parvenu à se défaire du Stade de Reims sur une double confrontation. On sait que c'est des rencontres où il y a quand même beaucoup d'enjeux, autant pour le club qui essaye de monter en Ligue 1 que pour le club qui essaye d'obtenir sa survie. Au final sur les deux matchs, et je trouvais que c'était assez mérité au vu des velléités offensives, notamment Messine, sur cette double confrontation, je trouve que ça a été plutôt mérité. Metz est parvenu à obtenir son billet lors du deuxième match à l'extérieur à Reims avec une victoire 3-1 il me semble. Donc voilà, à Metz il y a aussi un coach que j'aime bien, c'est Stéphane Le Mignan, que je suivais déjà à l'époque quand il était à Concarneau. C'est un humain que je trouve assez génial, qui est très apprécié à Metz et à juste titre, je comprends pourquoi, et qui en plus de ça a des vraies ambitions de jeu, de toute façon aussi c'est une des choses qui est à la mode en Ligue 1 maintenant, c'est qu'on a beaucoup d'entraîneurs qui ont des intentions de jeu par rapport aux années 2015-2017 où tous les ans on avait Pascal Duprat, Frédéric Antonetti, Comboiré. Là ça y est, on s'est enfin débarrassé de tous ces entraîneurs là. Maintenant on a plein d'entraîneurs, parfois moins connus, certainement avec des salaires moins importants aussi, mais qui ont des ambitions de jeu, qui ont des ambitions à la sortie du ballon, qui ont des ambitions dans les combinaisons offensives. C'est le cas de Stéphane Le Mignan, qui correspond parfaitement je trouve à un club comme Metz, à savoir un club assez familial dont le projet est assez sain finalement, qui vise aussi à développer des talents de génération foot. Ça fait partie évidemment des choses importantes à savoir sur Metz, c'est ce partenariat avec une école de foot importante au Sénégal et qui aura permis à Metz de sortir un nombre de joueurs talentueux, mais c'est incalculable le nombre de talents qui sont sortis du FC Metz ces dernières années. Tous les ans, c'est 2-3 joueurs qui viennent de cette école de foot-là, qui goûtent aux joutes des championnats français, qui explosent en Ligue 2, en Ligue 1, et qui du coup se retrouvent à faire l'objet de transferts importants, et donc à valoriser tout ce travail qui est fait à la fois par Metz et à la fois par Génération Foot au Sénégal. Donc voilà, c'est un partenariat qui enrichit beaucoup le club messin. Donc voilà, je trouve que c'est important d'en parler à Metz parce qu'il faut laisser une place à ces jeunes-là de s'imposer avec Metz, il faut leur donner du temps de jeu pour qu'ils aient l'opportunité vraiment de goûter au championnat européen, de s'adapter, parce que pour eux c'est jamais forcément non plus des choses très simples de parvenir à s'imposer en Europe, en France, dans un championnat qui pour beaucoup ils arrivent quand même assez tard, donc de s'imposer comme ça très jeune dans un championnat qu'ils connaissent peu, mais en tout cas à Metz ça fonctionne bien et il y a un vrai savoir-faire à ce niveau-là. Donc voilà, pour ce qui est du contexte club, parlons désormais des objectifs de ce mercato idéal, rentrons encore un petit peu plus dans les détails, parlons chiffres. L'objectif a été clair, ça a été annoncé par le président Serein, récupérer
les 20 millions d'euros de ventes qui ont été annoncés. C'est le minimum. Metz doit réussir à récupérer 20 millions d'euros de par ses ventes. Plusieurs joueurs sont déjà partis, je vais en revenir après quand je vais évoquer les départs, notamment le capitaine Mathieu Hudol. Donc ça veut aussi dire assez logiquement qu'on aura du boulot aussi d'un point de vue du recrutement. Conserver malgré tout des joueurs clés, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mine de rien, certes il faut vendre, mais il faut pas oublier que Metz est monté en Ligue 1. Metz est quand même assez connu ces dernières années pour faire l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2 avec les stacks de 3 pendant des années. On va essayer malgré tout d'aller chercher cet objectif maintien. Stéphane Le Mignan est un bon entraîneur pour ça, j'en ai la conviction. Il reste quelques joueurs importants sur lesquels je compte miser, je pense à Sadibou Sané, Gauthier Hein, voilà. Ces joueurs-là sur lesquels on va essayer de construire, donc conserver des joueurs clés, conserver un semblant de colonne vertébrale pour construire notre équipe autour de ça. Ça va être un des enjeux de ce mercato fictif évidemment. Et recrutement malin à moindre coût, ça c'est pour être fidèle à la réalité, fidèle à la stratégie du club, notamment pour ce qui est de la post-formation, aller récupérer des joueurs qui vont manquer de temps de jeu et ne sont pas complètement lancés en Ligue 1 par leur club, donc à moindre coût, et au final tu les récupères, toi tu les fais jouer et tu récupères une vente à 10 ou 15 millions d'euros. Ça fait partie des stratégies qui fonctionnent en Ligue 1, mais c'est pas le seul à avoir ce type de stratégie là, mais force est de constater que d'un point de vue financier aujourd'hui, c'est assez important d'avoir une stratégie de revente, de valorisation de ces joueurs, et malgré tout, qu'on le veuille ou non, ça va faire partie évidemment de ce qui va être mis en place à Metz cette année. Donc voilà, essayez d'avoir un recrutement malin à moindre coût avec des opportunités de revente. On note ça, donc voilà. On attaque désormais avec les fins de contrat. Donc là, il y a déjà pas mal de joueurs qui ont d'ores et déjà quitté le club. C'est le cas de Ablaye Diallo, petit gabarit, petit ailier qui aura fait du bien par séquence, notamment en Ligue 2 à Metz. Mine de rien, il aura fait pas mal de saisons avec les Messins. C'est un Gambien gaucher que je trouve très intéressant. Je me souviendrai pendant longtemps de son but magnifique au Groupama Stadium face à Lyon. Une frappe de quasiment 25 mètres en pleine lucarne d'Anthony Lopez à l'époque. Je m'étais régalé. Depuis, je sais qu'il a aussi fait un prêt en Belgique, c'était pas... Bon, voilà, il s'est jamais vraiment complètement imposé et a jamais sorti vraiment une saison où il aura vraiment brillé avec Metz. C'est ça aussi qui aura empêché le fait qu'il puisse avoir un départ digne de ce nom avec un transfert. Au final, il quitte le club libre, direction la Suisse, c'est le club de Servette Genève. Donc voilà, Arnaud Baudard, en parlant de Belgique, un Belge qui est arrivé à Metz il y a seulement 6 mois il me semble, en provenance du Standard de Liège. Je crois qu'il y avait une année en option de prolongation mais qui au final n'a pas été levée, notamment liée à la blessure. Je crois qu'il s'est blessé lors des ultimes journées, ce qui fait que Papsi a occupé les buts messins lors des dernières journées de Ligue 2 et lors de la double confrontation face au Stade de Reims. Arnaud Baudard s'est trouvé un nouveau projet entre temps, il va être la doublure de Lucas Chevalier à Lille, donc voilà, apporter toute son expérience dans le Nord, ça a déjà été enregistré, donc le joueur quitte libre le Football Club de Metz. Alexandre Oukidja, autre gardien, plus emblématique, au club depuis au moins 5-6 ans maintenant. Voilà, Oukidja qui aurait été le gardien titulaire pendant des années, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2. Bon gardien par séquence, il a quand même montré des limites aussi à d'autres nombreuses séquences, mais voilà, je trouve quand même qu'il aura beaucoup apporté à Metz. Il quitte le club assez librement, assez logiquement, comme une fin de cycle finalement. Donc voilà, Oukidja quitte Metz, ça c'est d'ores et déjà enregistré. Pareil pour un autre taulier de Ligue 1, taulier d'Angers puis de Metz, Ismaël Traoré, qu'on aura vu beaucoup en Ligue 1 ces dernières années. Qui finalement quitte le club en les laissant en Ligue 1 avec une belle remontée. Malgré tout, il aura un petit peu moins joué sur ces derniers mois. Le jeune Uri Michel Mboula aura pris un petit peu sa suite au poste d'axial gauche aux côtés de Sadibou Sané. Mais voilà, il aura quand même malgré tout beaucoup apporté de par son leadership. Voilà, je me souviens notamment de son but en barrage l'année dernière face à Saint-Etienne. Voilà, c'est quand même un taulier, ça a été un des défenseurs emblématiques de la Ligue 1 sur ces 10 dernières années. Donc voilà, Ismaël Traoré qui quitte le Football Club de Metz à 38 ans. Peut-être une fin de carrière pour lui, il faudra suivre la suite de ses aventures. J'ai pas vu si ça avait été annoncé, s'il avait arrêté ou pas sa carrière à 38 ans. Voilà, la question se pose malgré tout. Donc voilà.
On poursuit avec d'autres fins de contrat, de jeunes joueurs qu'on a très peu vu jouer avec Metz. C'est le cas d'Aboubacar Lo, on l'a très peu vu jouer, mais à chaque fois qu'il a joué ça a été compliqué. À 25 ans, formé au club, il devrait, du coup il quitte le club libre, à voir s'il parvient à trouver un autre challenge. Je l'ai très peu vu jouer, donc je peux difficilement m'exprimer sur son cas. Ousmane Ba, qui malgré tout sort plutôt d'un bon prêt à Serein cette saison, mais qui arrivait en fin de contrat avec Metz et qui a du coup quitté le club en fin de contrat et est donc libre de s'engager où il veut, peut-être un retour en Belgique, en deuxième division. C'est à peu près là que se situe son niveau, j'imagine. Un autre gardien, décidément, c'est vraiment la valse des gardiens à Metz cet été, Alexis Mirbach, qui rejoint le Football Club de Nantes. Il était libre, c'est un international français U20. C'était le gardien de la réserve de Metz l'année dernière, plutôt prometteur. Il arrivait en fin de contrat, Nantes en a profité pour le signer en tant que troisième gardien. Donc il intègre l'effectif professionnel de Nantes, il ne jouera pas avec la réserve. Donc voilà, Alexis Mirbach quitte Metz, pareil en fin de contrat, il y en a quand même pas mal. Et puis un autre jeune, Othman Schreibi, je connais pas du tout, je suis même pas sûr qu'il ait beaucoup joué, je crois qu'il était prêté l'année dernière, et visiblement son prêt s'est pas très bien passé, il quitte donc le club en fin de contrat cet été. Niveau des départs, donc là des départs qui rapportent de l'argent à Metz, c'est là où le président Serein sera très vigilant puisqu'il a réclamé 20 millions d'euros de vente. Croyez-moi, je me suis arrangé pour dépasser cette somme-là et que Metz puisse avoir aussi une petite enveloppe recrutement. Pour ça, ça passe par des ventes assez importantes. Mathieu Hudol, ça a déjà été officialisé, il rejoint Lens après avoir rendu plus que des fiers services à Metz. Vous savez que Mathieu Hudol, moi c'est un de mes coups de cœur depuis des années. C'est un joueur qui a eu je sais plus combien de fois les ligaments croisés. Je le trouve très fort, je trouve que c'est un latéral gauche qui est vraiment surcoté. Et Lens, même à 3,5 millions d'euros, fait un super coup en allant chercher Mathieu Hudol. Un joueur qui n'abandonne jamais, qui en plus de ça est vraiment doué, balle au pied, défensivement. Il est très complet et sincèrement c'est une grosse perte pour Metz. C'est assez logique parce que il était au club depuis longtemps, on lui avait promis ce départ là, il l'a eu, il rejoint Lens pour 3,5 millions d'euros. Une perte quand même, voilà, pour moi c'est la plus grosse perte de cet été côté Metz, même avec tous les départs que je vais effectuer par la suite. Donc voilà, Fally Kandé lui avait été prêté à Venise ces 6 derniers mois en Italie. Visiblement son prêt s'est bien passé puisque les Italiens ont levé son option d'achat 1,9 million d'euros. Fally Kandé, moi je trouvais que c'était plutôt un bon défenseur, déjà à l'époque quand il jouait au Portugal, je sais plus si c'était à Guimarães ou à Portimonense, mais en tout cas je le trouvais assez intéressant à l'époque. Au Portugal, c'était un latéral qui était très défensif, à tel point qu'à Metz on l'a même parfois vu jouer en charnière. Donc voilà, Fally Kandé, gaucher. Voilà, moi je trouve que ouais, c'est assez logique pour lui qu'il parvienne à aller chercher la Serie A comme ça et qu'il puisse s'imposer même dans une équipe de Serie A parce que ouais, c'est un joueur qui a des vraies qualités défensives. Donc voilà, tant mieux pour lui, c'est quand même un beau projet de rejoindre Venise, puis la ville est pas si mal. Donc voilà, un autre joueur qui a pris la direction de l'Italie, Arthur Atta, lui c'est déjà officiel depuis quasiment un an puisqu'il a rejoint l'Udinese en prêt avec option d'achat quasi obligatoire à hauteur de 8 millions d'euros. Jeune talent messin qui aura montré des choses assez intéressantes avec Laszlo Bologna et qui surtout a un profil, à savoir assez grand, assez élancé, milieu de terrain, numéro 8 comme ça, qui plaît beaucoup sur le marché. C'est pour ça que sa valeur s'est un petit peu aussi envolée. Donc voilà, pour 8 millions d'euros, il rejoint l'Udinese. J'ai vu que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, il commençait à grappiller du temps de jeu dans l'équipe italienne. Donc peut-être que cette saison-là, peut-être celle finalement où il va vraiment confirmer et devenir un vrai bon joueur de Serie A. C'est tout le mal qu'on lui souhaite à Arthur Atta. Papa Amadou Diallo, lui c'est un joueur qui est en fin de contrat en 2026, donc une vente était espérée du côté de Metz. J'ai vu qu'il y avait plusieurs clubs, notamment dans les pays de l'Est, qui souhaitaient obtenir son arrivée. Finalement, à un an de la fin de son contrat, il va rapporter 5 millions d'euros au FC Metz puisqu'il va rejoindre la Championship et le club de Norwich. Donc voilà. C'est quand même un gap, hein, passer de la Ligue 2/Ligue 1 à la Championship, c'est une autre façon de jouer. Souhaitons-lui que ça marche. Je trouve que c'est un joueur qui a à la fois beaucoup de qualité et à la fois beaucoup de lacunes. Je trouve que techniquement, c'est
souvent peu académique, quoique parfois diablement efficace. Néanmoins, il y a une forme d'insouciance en lui qui fait qu'il est assez imprévisible pour les défenseurs, et force est de constater que ça a plutôt bien marché. C'est cette année avec Metz, et même lors de la saison d'avant, où il me semble qu'il avait, alors malgré son carton rouge face à Saint-Etienne en barrage, il avait marqué plusieurs buts lorsque Metz essayait de se maintenir en Ligue 1. Donc voilà, Papa Amadou Diallo quitte le Football Club de Metz contre 5 millions d'euros à un an de la fin de son contrat, ce qui est quand même plutôt un bon coup. Éviter de laisser partir des joueurs libres avec une telle valeur, je pense que ça fait partie des choses importantes. Joël Asoro, pareil, je crois qu'il doit être à 2 ans de la fin de son contrat. Bon, je réserve pas trop de place dans mon mercato cet été. Je pense que c'est plutôt fidèle aussi à la réalité. Ça m'étonnerait, surtout au vu des arrivées qui ont déjà été officialisées par le club messin, qu'il ait une place sur les ailes. Donc voilà, il quitte le Football Club de Metz sans laisser vraiment une trace indélébile. Je pense que les Messins peuvent en tirer aux alentours de 500 000 euros. Donc voilà. Un gros départ, pas des moindres, mais un joueur en fin de contrat en 2026, donc une vente obligatoire. Dommage parce qu'il sort d'une saison XXL. Meilleur buteur du club sur la saison en Ligue 2, c'est Cheikh Sabali, international sénégalais, quand même marqué face à l'Angleterre en amical, qui du coup justement pourrait rejoindre l'Angleterre cet été. Il y a plusieurs rumeurs qu'il envoyait notamment dans des clubs de Première Ligue comme Brentford. À un an de la fin de son contrat, Metz peut en espérer aux alentours de 7 millions d'euros. On ne crache pas dessus, plutôt qu'il fasse une bonne saison en Ligue 1 et qu'il parte libre dans un an. Pareil, hein, il a fait un peu le tour, ça fait longtemps qu'il est au Football Club de Metz, il a déjà 26 ans, c'est le moment pour lui ou jamais de passer un cap et de s'imposer ailleurs. Et je crois qu'il a inscrit 14 buts et fait 6 passes D cette année en Ligue 2. Félicitations à lui parce que c'est une belle saison et il n'est pas du tout étranger dans la montée du club, dans la remontée du club en Ligue 1. Donc voilà, Cheikh Sabali qui quitte le club finalement un peu en héros. Idrissa Gueye, ça c'est le gros départ de l'été, ça tombe bien parce que c'est certainement le joueur le mieux valorisé de l'effectif messin, 18 ans seulement et énormément de potentiel, 1m85, assez rapide, assez complet, beaucoup de gens l'envoient en première ligue, il y a des grosses écuries qui sont sur lui. Finalement à Metz il était dans un rôle dans la rotation, parfois titulaire. Bon, il a globalement souvent été intéressant en point de fixation, il a pas mal montré ses qualités sans vraiment avoir eu le temps de confirmer. Peut-être qu'il confirmera ailleurs, à 18 ans il est déjà valorisé à 15 millions d'euros et Metz ne peut pas cracher dessus au vu de l'état des finances actuelles messines. Donc voilà, je me sépare d'Idrissa Gueye en lui souhaitant la plus belle carrière possible parce qu'il est voué à un bel avenir ce garçon là. Donc voilà, Idrissa Gueye qui quitte Metz pour 15 millions d'euros. Un autre buteur qui du coup a d'ores et déjà quitté le Football Club de Metz, c'est Benjamin Tété qui est arrivé au club il y a 3 ans, qui s'est jamais vraiment imposé. Il a enchaîné 2 prêts dont un satisfaisant au NK Maribor qui a négocié son arrivée définitive aux alentours de 800 000 euros. Donc voilà, Benjamin Tété qui reste en Slovénie du coup définitivement. Un dernier buteur qui quitte le club, décidément, c'est la valse des gardiens et la valse des buteurs à Metz cet été, c'est Pape Fall. Alors lui, c'est un très grand buteur qui jouait en 2e division belge cette saison. Et, quand je dis il est très grand, je crois qu'il dépasse les 2 mètres, hein, donc c'est vraiment, voilà, pour les prendre un ballon de la tête, il faut quand même se lever tôt. Il est prêté du coup de nouveau, enfin moi je l'envoie en prêt de nouveau pour qu'il continue à s'affirmer. Je lui réserve pas forcément de place. Je crois que dans la vraie vie il est réellement prêté en Belgique à la Louvière. Donc voilà, je reste fidèle à ça. Dans tous les cas, je lui réserverai pas forcément une place dans la rotation cette saison en Ligue 1. Néanmoins, vu que c'est un prêt, il peut revenir l'année prochaine et plus fort que jamais s'il parvient, après les 6 bons mois qu'il a fait, à aligner une saison pleine en Belgique. C'est tout le mal qu'on lui souhaite évidemment. Donc voilà, tirons un premier bilan des départs parce que mine de rien, on a pas mal tapé dans l'effectif. 17 départs au total, dont 10 hors groupe. Qu'est-ce que j'appelle des joueurs hors groupe? C'est les joueurs qui soit étaient prêtés cette saison, donc n'étaient pas dans les plans de Stéphane Lemignan, soit des joueurs qui ne jouaient pas du tout, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas dans la rotation, etc. Donc dans ces cas-là, je considère que ce n'est pas des départs très importants, c'est-à-dire que leurs départs ne sont pas forcément tous à remplacer. Donc voilà. Au total, on récupère 41,7 millions d'euros de recettes transferts. C'est le président qui sera content. On a largement explosé les 20 millions d'euros qu'il avait demandé. Ça tombe bien, il n'y a jamais de l'argent en trop dans un club, surtout avec le contexte actuel. On va essayer d'en réinvestir une petite partie sur le mercato, même si on ne fera quasiment aucun coup payant parce que
bah, c'est la réalité du football français actuellement, et c'est encore plus la réalité de Metz. C'est 42 millions d'euros de ventes là qu'on a pu faire cet été. Ça va surtout permettre au club de passer la DNCG dans un an peut-être, et de colmater les brèches, parce que mine de rien, aucun club en Ligue 1 actuellement ne peut être viable avec la situation actuelle. Des salaires importants en moins et une anticipation des fins de contrat, notamment en 2026 pour 2 valeurs marchandes importantes. Papa Madou Diallo 5 millions, Sabali 7 millions, donc voilà, on s'est séparé de gros salaires, et en plus de ça on a anticipé l'été prochain avec tous les joueurs qui seraient en fin de contrat pour éviter qu'ils quittent le club libre. Donc voilà, c'est pour ça que c'était important. Moi encore une fois, j'aurais adoré garder Cheikh Sabali notamment, encore plus Mathieu Idol, mais voilà, il y a une réalité, il y a un contexte qui existe réellement à Metz, et le but de faire un mercato idéal, c'est aussi que ce soit un minimum réaliste, parce que sinon autant faire venir Yamal, comme ça voilà, hop Yamal, on joue le titre et on n'en parle plus. Mais bon, ce serait pas du tout réaliste, donc nous on reste sur des bonnes idées, on reste sur le Football Club de Metz, et on regarde l'effectif actuel, du moins le 11 type actuel avec tous les départs qu'on a effectués. Finalement on se rend compte que Metz a déjà un petit peu travaillé sur ce mercato, c'est normal, ils n'ont pas attendu ma vidéo, on est déjà rendu au 25 juillet. Donc, côté Messin, on a déjà quelques recrues. Maxime Dupé, qui devrait arriver, ça n'a pas encore été officialisé par le club, mais ça ne devrait pas tarder. Second gardien à Nice, il avait peu de perspectives de devenir numéro 1, et ce malgré le départ de Marcin Bulka, puisque c'est le gardien rémois, justement, Yvan Diouf, qui a rejoint les rangs niçois. Donc lui a décidé et a affirmé le souhait de s'imposer en tant que numéro 1 dans un autre club. Il est parvenu à obtenir une place du coup en Ligue 1, puisqu'il devrait rejoindre Metz. Brest était également intéressé par son profil. Les Messins se sont pas arrêtés là sur le marché, et se sont rappelés au bon souvenir de Georges Mikotadze, et ont sonné la révolte géorgienne. 2 Géorgiens qui vont animer l'attaque messine cette année ont été recrutés, 2 joueurs en prêt avec option d'achat. Le premier est gaucher, ailier droit, Georgi Tsitashvili, c'est celui sur lequel on peut nourrir le plus d'espoir. Il sort d'une très bonne saison en 2e division espagnole, avec Almeria il me semble, où il a vraiment non seulement aligné des stats, mais où il a affirmé un certain leadership offensif dans son équipe. Donc il a la chance de ne pas venir directement du championnat géorgien, mais d'avoir déjà goûté à des championnats qui ressemblent plus à ceux de la Ligue 1, comme la seconde division espagnole. Donc pour moi c'est un très bon coup, et je pense qu'il sera titulaire. Et l'autre géorgien qui est arrivé, c'est Georgi Abuashvili, qui lui vient directement du pays. Je crois qu'il jouait dans le championnat géorgien. Il a aligné 8 buts et 3 passes D cette saison en championnat. Il était pisté par Guingamp, et c'est Metz qui est parvenu à convaincre le joueur. Donc voilà, lui il va vraiment faire le grand saut, et va découvrir la Ligue 1 directement avec le Football Club de Metz cette saison. On a conservé aussi une certaine colonne vertébrale, alors assez fine malgré tout. Jesse Deminguet, Gauthier, Sadibou Sané et Kofi Kouaou, qui sont un peu les derniers témoins, avec Stambouli évidemment, les derniers témoins de cette belle saison messine. Néanmoins le contexte nous a forcé à nous séparer d'autres joueurs. Donc voilà, ce qui en est pour mon 11 type pour l'instant. On se rend compte qu'il va falloir nous trouver 2 titulaires en défense, un latéral gauche et un défenseur central axial gauche, respectivement en remplacement de Mathieu Idol et d'Ismaël Traoré. Un buteur pour remplacer Cheikh Sabali à la tête de cette attaque. Donc voilà. Jetons un coup d'œil aussi à un second 11 type pour s'imaginer la profondeur de banc côté Messine. Le but c'est d'avoir 22 joueurs assez fiables pour la Ligue 1, et pouvoir affirmer une forme de rotation pour fournir un effectif le plus varié possible à Stéphane Lemignan. Et ça tombe bien, puisque Metz, pareil, ne m'a pas attendu pour réaliser quelques coups, notamment au milieu de terrain. Boubacar Traoré, ancien Messin qui est en grand manque de temps de jeu avec Wolverhampton en Angleterre, est prêté à Metz, et va donc faire son grand retour en Moselle cette saison en Ligue 1. Peut-être parviendra-t-il à s'imposer au milieu de terrain face à Stambouli, face à Deminguet, c'est possible. Pour l'instant, je l'ai mis dans la rotation. Pareil pour Jean-Philippe Gébamin, qui lui vient vraiment dans la rotation. Après une expérience ratée à Nantes, il s'est relancé en Suisse avec le FC Zurich. À la fois dans un rôle de défenseur central ou de milieu de terrain, il peut jouer les 2 postes, donc voilà. Gébamin, peut-être que sa 2e expérience en Ligue 1 sera la bonne pour lui, dans un club peut-être plus dimensionné, plus familial, et qui pourrait plus lui correspondre.
Autre recrue, Yanis Lawson, qui lui vient de seconde division belge de Serein. Il n'a pas forcément explosé en seconde division belge, néanmoins ça reste un coup sur l'avenir. Il sera donc la doublure au poste de latéral gauche cette saison. Jetons un coup d'œil aussi aux autres postes. Je fais confiance à Ibou Sané en tant que deuxième attaquant. Il a montré par séquence, parfois un gros manque aussi de constance, mais par séquence sur certaines entrées en jeu, que c'est un joueur qui a du talent. Donc voilà, je décide de miser sur lui dans la rotation en tant que deuxième buteur. Je pense qu'il peut faire partie des bonnes surprises s'il continue sa progression. Voilà, je lui vois quand même des qualités. S'il parvient à être plus constant, avec un temps de jeu aussi plus régulier, peut-être que ça peut le faire cette saison. En tout cas, je décide de lui faire confiance. C'est aussi le cas pour Malik Mbaye, qui n'est pas forcément dans les plans messins ces derniers temps. Il a même été prêté à Amiens il y a 6 mois. Ces 6 mois à Amiens ont été vraiment très très bons. Je crois que c'est 5 buts et 3 passes D. Donc voilà, il revient. Donc pour moi, pour la rotation en Ligue 1, ça peut largement le faire. Notamment au poste d'ailier droit où je cherchais un joueur en doublure de Titashvili. Donc voilà, je l'ai trouvé. De l'autre côté, au poste d'ailier gauche, la doublure d'Abuashvili sera Morgan Bokele. Le but, c'est qu'il y ait une forme de concurrence entre ces deux joueurs-là. Voilà, il y a aussi pas mal de jeunes, comme vous le voyez en bas à droite, notamment Maxime Collin également, qui lui n'est pas un jeune joueur, mais qui est là un peu en tant que troisième latéral droit, peut aussi jouer dans l'axe. Donc voilà, Maxime Collin apporterait toute son expérience à un effectif qui se veut assez jeune malgré tout. Kevin Vanden Kerkhoff est là en doublure de Kofi Kwao au poste de latéral droit. Joseph Ndukidi, qui lui a été formé milieu de terrain mais peut jouer dans l'axe, ça a été le cas notamment ces derniers mois par séquence, du coup je le mets en doublure de Sadibou Sané. Et puis la bonne surprise aussi de la dernière saison Messine, c'est Uri Michel Mboula, qui lui vient de deuxième division turque, et donc Metz a levé son option d'achat, je crois pour 400 000 €. Donc du coup il devrait être la doublure de la recrue qu'on va aller chercher au poste de défenseur central axial gauche. Papsi est là en doublure de Maxime Dupé, et puis du coup Yanis Lawson en doublure du titulaire qu'on va aller chercher au poste de latéral gauche. Donc voilà. Les postes ciblés, pour résumer un petit peu tout ça, on cherche un défenseur central titulaire aux côtés de Sadibou Sané, donc axial gauche, un défenseur gauche titulaire pour remplacer au pied levé Mathieu Hudol, et ça va être un des gros enjeux du mercato messin évidemment, un milieu offensif en doublure de Gauthier Hein, une autre solution, un autre numéro 10, un autre joueur qui est capable d'assumer ce rôle de leader technique dans l'entrejeu. Donc voilà, on va essayer d'aller chercher un joueur assez intéressant en prêt, donc voilà. Un buteur titulaire également pour remplacer Sheikh Sabali et les nombreux départs qu'on a eu de buteurs cette saison. Voilà, un vrai buteur titulaire qui ferait 30 matchs cette année et qui mettrait les 12 buts, qui ferait de lui un très bon attaquant au FC Metz et qui permettrait certainement au club messin d'aller chercher un maintien. On commence avec le poste de défenseur central titulaire axial gauche. Et je me tourne vers le marché des joueurs libres avec un joueur qui nous vient de Belgique et de Louvain. Il s'appelle Hasan Kouroussaï, il est turc, je l'ai trouvé plutôt serein à la relance, 90% de passes réussies, notamment dans son jeu court. Il a parfois peut-être plus de mal dans son jeu long, néanmoins je le trouve très intéressant. 90% de passes réussies, c'est le meilleur d'un point de vue de la précision de passe dans son équipe. Alors logique, c'est un poste de défenseur central, il y a beaucoup de passes où il n'est pas vraiment en danger. Néanmoins, j'ai aussi vu qu'il est capable de casser des lignes, notamment en allant trouver des joueurs qui sont justement entre les lignes. C'est le cas beaucoup de Gauthier Hein. Lui, voilà, il peut y avoir une connexion entre les deux, notamment à la relance, qui peut permettre à Metz de se créer pas mal d'occasions finalement. Kouroussaï pour Hein, par exemple, Hein qui écarte sur un côté, un centre, un but, ou etc. Il peut se passer pas mal de choses quand le ballon est dans les pieds de Gauthier Hein. Donc voilà, 64% de duels aériens gagnés, ça je trouve ça intéressant parce que ça apporte une certaine complémentarité à Sadibou Sané, qui lui est plus un défenseur assez propre, assez appliqué, là où Hasan Kouroussaï, lui, voilà, il va aussi faire un peu le sale boulot. Il a de très bonnes stats dans les duels, 64% de duels aériens gagnés du coup en Pro League cette saison, 59% je crois pour ce qui est des duels au sol. Donc voilà, il gagne pas mal de duels, mais surtout il en dispute beaucoup, il va beaucoup au contact des attaquants, il n'hésite pas, tout en concédant assez peu de fautes finalement. Donc voilà, et puis je trouve qu'il y a une forme de progression constante aussi pour lui, puisqu'il a fait une bonne saison à l'époque en deuxième division allemande, donc en Zweite Bundesliga.
il a fait même plusieurs bonnes saisons là-bas, à tel point que ça lui a ouvert les portes du coup de la première ligue belge. Là il a fait une saison très correcte aussi en ligue belge, il se retrouve libre de tout contrat, donc pour moi c'est une suite logique pour lui de jouer le maintien en Ligue 1, donc voilà, une suite logique, une progression aussi constante à 27 ans, c'est le bon moment pour lui, donc voilà, pour moi je pense qu'il peut avoir les épaules pour être le titulaire un petit peu plus expérimenté dans cette défense messienne aux côtés d'un Sadibou Sané que j'adore, que je trouve assez exceptionnel, qui me plaît beaucoup, qui a un vrai talent côté messin et qui sera sûrement une des grosses ventes aussi de l'été prochain, l'été 2026 à Metz. Donc voilà. Poursuivons sur le couloir gauche de notre défense avec le remplaçant de Mathieu Hudol. Et bah ça tombe bien, Mathieu Hudol est parti à Lens, et bah je vais me tourner justement vers les nordistes pour récupérer leur latéral gauche qui lui se retrouve barré par la concurrence, à savoir Johanner Chavez, qui est arrivé à Lens il y a 1 an et demi, qui a une grosse activité dans son couloir. Alors il revient d'une blessure assez importante qui l'a privé de 5 mois de compétition. Néanmoins, quasiment à chaque fois que je l'ai vu, je trouve que c'est un joueur qui, j'en ai parlé, une grosse activité dans son couloir, qui ne compte pas ses efforts et qui du coup crée aussi souvent des surnombres sur son côté. Donc je trouve ça intéressant, notamment avec un profil comme Abuashvili qui lui est peut-être parfois moins collé à la ligne, là où Johanner Chavez est capable de faire des courses vraiment longiligne, il est percé sur le couloir gauche, donc ça m'intéresse. En plus de ça, c'est un bon passeur, 4e meilleur en passe clé à Lens sur les 17 matchs qu'il a dû jouer cette saison, c'est peut-être un petit peu moins, peut-être 12, donc là cette saison il se retrouve derrière et Mathieu Hudol et Diver Machado à Lens. Lens souhaite donc s'en séparer, j'irai le chercher en prêt si possible avec une option d'achat. Il doit encore faire des progrès notamment sur le plan défensif, ça tombe bien, mais c'est un club certainement où on te laisse plus de temps qu'à Lens, il y a moins de pression. Et je pense que ça peut être une vraie bonne surprise du mercato messin que d'aller chercher Johanner Chavez. Donc voilà, espérons qu'il soit épargné par les blessures. S'il arrive à aligner 30 matchs, il est international équatorien. Bon, je pense que ça peut vraiment être un super joueur et une super recrue pour Metz, et ce à moindre coût puisque c'est un prêt, si possible avec une option d'achat. Donc il y a un facteur risque qui est quand même assez limité. Donc voilà. Au poste de milieu offensif, on cherche donc une alternative à Gauthier, un joueur qui est capable de jouer entre les lignes, qui est capable de faire des différences, et je vais me tourner vers un joueur qui a un gros manque de temps de jeu à Brentford, où il a été formé. Il s'agit de Paris Magoma, un jeune anglais de 24 ans, qui est en fin de contrat dans 2 ans, donc en 2027. Il a fait un bon prêt en Ligue 1 lors de la saison 2023-2024. Au total, il avait inscrit 8 buts et il avait fait 4 passes décisives, il me semble, si ce n'est plus. Très bon dribbleur, à l'époque il était sur une moyenne de 1,3 dribbles réussis par match, ce qui faisait lui le 8e meilleur dribbleur du championnat à l'époque. Il avait vraiment fait une saison XXL, à tel point que Brentford avait pris la décision de le conserver en début de saison dernière, donc à l'été 2024. Finalement il a manqué de temps de jeu, faut aussi voir la saison qu'a fait Brentford, notamment Brian Mbeumo dans cette équipe avec Yohan Wissa. Voilà, ils ont une vraie belle équipe de première ligue qui ont explosé encore plus cette année. Donc voilà, lui, Paris Magoma, peut être intéressé à l'idée de se relancer, d'aller chercher du temps de jeu en prêt, et ça tombe bien, c'est ce que je vais essayer de faire en allant le chercher dans la rotation. Voilà, c'est un bon dribbleur, un joueur qui est capable de te débloquer des situations. Il n'y en a pas forcément beaucoup à Metz, donc c'est pour ça que je vais le chercher. Il est assez polyvalent en plus, mais voilà, Paris Magoma à Metz, c'est signé, donc voilà. On poursuit avec le buteur, et c'est là où j'ai cassé la tirelire. Alors à toute proportion gardée, je vais chercher Franck Magri, le buteur de Toulouse, alors qui joue un petit peu avec Toulouse, mais qui n'est pas forcément vu comme étant le titulaire en puissance. C'est un petit peu l'histoire de sa carrière, à part en Ligue 2 où il avait fait une grosse saison avec Bastia, où il avait planté 14 buts en 25 matchs. Ça lui avait ouvert les portes de Toulouse. On lui a jamais vraiment fait confiance comme étant un titulaire en puissance. Alors il aura eu du temps de jeu malgré tout, il a aussi toujours eu des stats, même quand il jouait peu en sortie de banc, etc. Cette année, il a malgré tout inscrit ses 5 buts et fait ses 3 passes D. Il était censé être derrière Joshua King, au final il s'est retrouvé à partager le temps de jeu avec l'international norvégien. À Toulouse, on hésite beaucoup sur son cas. Est-ce qu'on le lance comme étant le buteur du club? Est-ce qu'on va chercher un nouveau buteur? En tout cas, l'avantage pour lui avec Metz, c'est qu'on lui offre la
certitude d'être le buteur du club, on lui donne les clés de la saison Messine, on lui dit tu seras le buteur attitré du Football Club de Metz, on te fait confiance. Je pense qu'en plus de ça, c'est un club familial qui est dimensionné pour lui. À chaque fois qu'il est passé dans des clubs plus secondaires, ça a plutôt bien marché, je crois qu'il est aussi passé par Angers à l'époque. C'est un bon finisseur et ce qui m'intéresse le plus avec son profil, c'est qu'il est capable de s'intégrer au jeu offensif de Stéphane Le Mignan, qui ne demande pas à ses attaquants d'être des simples points de fixation, qui leur demande réellement de s'intégrer au jeu offensif, c'est-à-dire de décrocher, de venir offrir des courses, que ce soit venir décrocher ou faire des courses sur les côtés, etc. C'est aussi pour ça qu'un joueur comme Cheikh Sabali est parvenu à s'imposer en tant que buteur. Vous voyez le profil, hein, c'est 1m70 et 60 kg tout mouillé, Cheikh Sabali. Néanmoins, il a fait une grosse saison parce que Stéphane Le Mignan lui a demandé surtout de mettre beaucoup de mouvements dans son jeu, dans ses courses, que ce soit dans ses décrochages ou dans ses appels. Franck Magri, pour moi, a toutes les capacités pour répondre à ces exigences-là. Donc voilà, pour moi, c'est Le Mignan compatible et c'est surtout Metz compatible. On lui offre la possibilité d'être titulaire, là où il n'est pas sûr d'avoir cette opportunité-là à Toulouse. Donc voilà, c'est une opportunité de marché qui peut être à saisir. Souhaitons pour Metz que ça ait réellement lieu parce que je suis sûr que Franck Magri pourrait être cet attaquant qui te plante ces 12-15 buts qui ferait vraiment un des meilleurs buteurs de Ligue 1, à toute proportion gardée, mais qui est capable de mettre sa dizaine de buts dans l'année, qui est finalement ce qu'on demande à un buteur comme lui, et surtout avec des joueurs sur les côtés qui sont capables de lui donner des ballons, parce que là, entre Abuashvili, Bokele, Paris Magoma, Gauthier, Tsitaishvili, voilà, je pense qu'il aura des ballons, il aura des bons ballons à convertir et à mettre au fond, et lui est capable de le faire parce que ça reste malgré tout un très bon finisseur. Donc voilà, Franck Magri au FC Metz, c'est ma grosse recrue de mon mercato fictif, c'est signé. Jetons désormais un coup d'œil du coup au 11 messin avec tout ce qu'on a apporté au niveau des recrues, avec tous les départs également. Maxime Dupé occupera du coup le poste de gardien titulaire, c'est une de mes interrogations. Après 2 ans en tant que doublure, a-t-il toujours le niveau? Je l'avais trouvé plutôt bon à l'époque avec Toulouse, qui avait fait le choix de miser sur Guillaume Rest finalement. Donc voilà, à 32 ans, est-ce qu'il aura les épaules? Il est formé à Nantes, je me souviens un petit peu de lui à l'époque comme un jeune gardien avec des lacunes malgré tout. Il a fait son trou en Ligue 2, puis en Ligue 1. Donc là, il va de nouveau avoir l'opportunité de prouver tout son talent sur une saison pleine à Metz. En tout cas, si les dirigeants messins sont allés le chercher, c'est qu'ils ont la quasi-certitude que c'est une bonne affaire. Donc voilà, Sadibou Sané est toujours là en défense centrale, avec un certain rôle aussi, un certain leadership, lui qui est fort malgré tout de 1 an et demi de plutôt bonne facture dans la défense messine. Kofi Kouao qui lui malgré tout enchaîne les saisons à Metz, qu'un latéral assez explosif, parfois un peu trop, mais que je trouve assez intéressant. Il a une bonne activité sur son côté et c'est pour moi la qualité principale pour un latéral. Donc évidemment je le conserve comme étant un des cadres du vestiaire messin sur le côté droit de la défense. Hassan Kouroussa, il va devoir se faire aux joutes de la Ligue 1 cette saison. Je le mets en tant que titulaire aux côtés de Sadibou Sané. Johanner Chavez lui connaît le championnat. S'il n'a pas de blessure, je suis sûr que ça fonctionnerait sur le couloir gauche de la défense du FC Metz. Jesse Deminguet lui a vu son option d'achat être levée. Il formera le trio au milieu de terrain avec Benjamin Stambouli qui lui est vraiment le régulateur de l'entrejeu, un véritable numéro 6 avec toute son expérience, et Gauthier Hein qui est la vraie patte créatrice de cet effectif messin. Les deux géorgiens sur les côtés, Tsitaishvili, Abuashvili, qui vont tenter de faire des différences notamment dans leur 1 contre 1 pour essayer de donner des bons ballons pour Franck Magri, que je vois comme étant le buteur du coup de cet effectif messin, de ce 11 type messin. Si on jette un coup d'œil à notre second 11 type, qui là du coup a beaucoup moins bougé, seul Paris Magoba intègre la rotation de l'équipe messine. Ibou Sané est toujours là en pointe, Boubacar Traoré et Jean-Philippe Gébamin au milieu de terrain en plus dans la rotation. Il y a aussi Alpha Touré qui est capable de dépanner, assez polyvalent, on le voit notamment lors des matchs amicaux. Morgan Bokele, Malik Mbaye sur les côtés pour apporter un peu de folie, un peu de vitesse également. Yanis Lawson, je ne connais pas du tout, peut-être que ça fera la maille en doublure de Johanner Chavez. C'est vrai qu'il y a un risque malgré tout. Si Chavez se blesse, est-ce que Lawson a les épaules pour la Ligue 1? Je ne suis pas sûr.
il y a un risque, je l'ai pris. Uri Michel Mboula, là c'est plutôt une valeur sûre en tant que doublure de Hassan Kouroussaï, Ndukidi en doublure de Sadibou Sané, Vanden Kerkhoff sur le côté en doublure de Kwao, et puis Papsi en doublure de Maxime Dupé. Donc voilà, on a fait un peu le tour de cet effectif messin. Là on a un groupe de 22-23 joueurs qui sont voilà, qui devraient former l'effectif messin, un groupe qui a été bien restreint évidemment avec tous les départs, bien réduit en tout cas, mais voilà, ça a permis aux finances messines de se porter mieux. Tirons du coup un bilan du recrutement. Au total, on a déboursé 3,5 millions d'euros de dépenses transferts. Je compte avec ça, en plus des 2,5 millions d'euros pour Franck Magri, les options d'achat de Deminguet et de Mboula. Au total, 9 arrivées du coup cet été à Metz. Les départs ont été remplacés. Il y a une nouvelle ère qui arrive avec notamment les Géorgiens. S'ils sont bons, s'ils voient leur option d'achat être relevée, ça peut lancer un vrai nouveau cycle positif du côté de Metz. On a conservé certains joueurs clés. Kofi Kwao, Sadibou Sané, Gauthier Hein, Benjamin Stambouli évidemment. Et puis on a une balance financière très positive entre des gros salaires en moins et des ventes conséquentes qui nous rapportent quand même quasiment 45 millions d'euros sur la période de mercato. Donc si on enlève les commissions, les 10% pour les agents, en gros ça fait 38-40 millions, qui est évidemment pas neutre pour un club comme Metz. Donc voilà, je trouve que malgré toutes les ventes qu'on a effectuées, on s'en sort quand même plutôt bien. On a un 11 type que je trouve assez compétitif, on a un effectif assez varié pour Stéphane Le Mignan qui peut tenter plusieurs choses avec plusieurs profils de joueurs différents, et ça je trouve ça très intéressant. Donc voilà, je trouve qu'on a quand même plutôt fait du bon boulot sur ce mercato messin. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.